Bonjour Bernard Tapie. Bonjour. À l'heure où nous parlons, êtes-vous redevenu un homme riche? Je sais pas ce que ça veut dire riche, j'ai jamais été pauvre. Avez-vous reçu le chèque du fisc correspondant à l'arbitrage obsédé, rendu hein. en votre faveur dans l'affaire Adidas? Vous êtes obsédé. Hein. Ah ben il y a un non. problème. Hein. Bon, Vous avez tous un vrai problème avec le... Vous gagnez pas votre vie ou vous avez quelque chose? Qu'est-ce que vous avez à être obsédé avec cet argent? C'est pas Qu'est-ce de que l'obsession, c'est que c'est cette de l'argent obsession? public, Bernard Tapie. Mais non, Donc- c'est pas de l'argent public, Ah, c'est si. ce qu'on me doit. Oui, mais c'est de l'argent public, c'est de Et l'argent... c'est pas parce que c'est de l'argent public qu'on me le doit pas. Le 7 juillet 2008, saisi de l'affaire Crédit Lyonnais Adidas, 3 arbitres rendent une sentence qui accorde à Bernard Tapie 405 millions d'euros, dont 45 millions pour préjudice moral, du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. La justice soupçonne un détournement de fonds publics hors norme, 405 millions d'euros. Un scandale qui va au-delà de l'homme Bernard Tapie, car il nous fait entrer au cœur du capitalisme à la française. Un capitalisme opaque, loin des principes de justice et de démocratie dont la République se revendique. Laurent Mauduit enquête sur le scandale depuis ses débuts. Il va nous conduire au cœur de l'affaire. Cofondateur de Mediapart, il est un des journalistes à avoir obstinément cherché à comprendre comment on a pu allouer une somme aussi considérable d'argent public à l'homme d'affaires. Son enquête a contribué à ce que la vérité voie le jour. À la fin de 2010, j'entends dire qu'il existe un rapport de la Cour des comptes. En fait, en décembre, il est déjà bouclé, je ne le sais pas, depuis 2 mois. Et donc je me dis, il faut à tout prix le chercher. Et on me dit à l'époque, en plus, il y a sans doute des indications que des fautes pénales auraient pu être commises, et c'est dans le rapport. Page après page, le rapport resté étrangement secret de la Cour des comptes relève une cascade d'irrégularités qui, une fois rendues publiques, vont permettre à l'affaire d'éclater. La ministre de l'économie, Christine Lagarde, est mise en cause. Alors, vous avez une question? Madame la ministre, Laurent Mauduit, Mediapart. Mediapart a mis en ligne... Je suis ravie de vous faire votre connaissance. Moi aussi, madame, j'ai souvent demandé à vous rencontrer. Le rapport de la Cour des comptes, qui met gravement en cause l'action publique de l'affaire Tapie, signale qu'il y a un problème de légalité dans l'arbitrage que vous avez décidé en faveur de Bernard Tapie. Et la Cour dit qu'au minimum, vous auriez dû saisir le Conseil d'État pour vous assurer de la légalité. Vous n'avez pas fait pourquoi? Merci, Monsieur Mauduit. Nous sommes dans une démocratie. Je tiens évidemment à ce que toutes ces questions soient clarifiées. J'ai toute confiance dans cette procédure, tout simplement parce que j'ai la conscience parfaitement tranquille et que j'ai toujours agi à la fois dans le strict intérêt de l'État et dans le respect total de la loi. Malgré la polémique sur son rôle dans l'affaire Crédit Lyonnais Adidas, Christine Lagarde est nommée en juillet 2011 directrice du Fonds monétaire international à Washington. En 2014, elle est mise en examen par la Cour de justice de la République pour négligence. Bernard Tapie et 5 autres acteurs présumés de ce scandale d'État sont quant à eux mis en examen pour escroquerie en bande organisée. L'intérêt de Tapie dépasse le personnage. Moi, ce qui me fascine, ce n'est pas lui. C'est comment est-ce que l'État a pu lui céder. C'est ça le vrai mystère de l'affaire. Quel est le lien entre Bernard Tapie et le pouvoir ? Pour comprendre les mécanismes de ce scandale d'État, il nous faut remonter aux origines de l'affaire. 1981, François Mitterrand accède au pouvoir. La gauche se défie de l'entreprise et plus encore des patrons. À l'époque, Bernard Tapie est un homme d'affaires de second rang qui s'est constitué un mini-empire industriel en rachetant des entreprises en difficulté. Pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires avec une volonté féroce de gagner beaucoup d'argent. Lorsqu'en 1988, le président Mitterrand entame son second septennat, les socialistes se sont convertis au culte de l'entreprise et choisissent Tapie comme leur nouvelle coqueluche. Ça marche à la Vendère. Ce qui était valorisé de son côté à lui, qui existait, c'était son succès du côté de la jeunesse, son affirmation qu'on peut faire quelque chose, ces écoles de jeunes qu'il faisait en province, etc., où il manifestait des qualités, on peut même dire un talent, presque un génie,
qui bluffait beaucoup de gens. Bernard Tapie devient le symbole du business décomplexé, de la réussite facile et rapide. Il est alors épaulé par un jeune avocat, Jean-Louis Borloo, qui le conseille tout au long des années 80. En 2007, Jean-Louis Borloo deviendra ministre des Finances de Nicolas Sarkozy et participera au lancement de l'arbitrage Crédit Lyonnais Adidas, qui attribuera les 405 millions d'euros à Bernard Tapie. Compte tenu de la crise actuelle, quelle formation donnez-vous à des gens comme nous? Je créerai 250 situations extrêmement difficiles à surmonter pour voir quels sont ceux qui finalement arriveront à l'heure au rendez-vous et ceux qui téléphoneront en disant « je peux pas, j'ai ma voiture qui est cassée » ou « il y avait un camion qui bloquait l'entrée » ou etc. Moi, il m'a jamais bluffé, mais je ne l'ai jamais non plus considéré comme une crapule. En plus, des gens qui ont fait des illégalités, des irrégularités très graves, dans le business, j'en connais beaucoup d'autres. Bernard Tapie va constituer un groupe de briques et de broc en croquant à prix cassé des entreprises au bord de la faillite. Un jour testu, le lendemain les piles vont d'air, le surlendemain les balances terraillons. Ses ambitions sont sans limite. Bernard Tapie, l'homme d'affaires, a réussi cette semaine le plus beau challenge, comme l'on dit ici, de sa carrière économique en prenant le contrôle du numéro 1 mondial des articles de sport, la firme ouest-allemande Adidas. Le chouchou de la gauche croque le géant Adidas, un groupe 10 fois plus gros que le sien. Seule une intervention très avantageuse de sa banque a rendu cette acquisition possible. Dans la vie, il est nécessaire d'avoir un bon partenaire. Moi j'ai le Crédit Lyonnais. Ah que c'est bon d'être partenaire du Crédit Lyonnais. Crédit Lyonnais, votre partenaire. Le Crédit Lyonnais, contrôlé par l'État, soutient Bernard Tapie dans tous ses projets. Jean-Yves Aberer, son PDG de l'époque, par ailleurs intime de François Mitterrand, va se charger de réunir la somme nécessaire pour que Tapie puisse acheter Adidas sans y investir personnellement. C'est le point de départ du scandale. Le Crédit Lyonnais organise rapidement, via sa filiale la SDBO, un pool de financement constitué de 7 banques. 3 banques françaises à hauteur de 950 millions de francs, soit 199 millions d'euros. 2 japonaises apportent 350 millions de francs, 73 millions d'euros. Et 2 banques allemandes, 200 millions de francs, 42 millions d'euros. Ainsi, en juillet 1990, grâce au montage du Crédit Lyonnais, Bernard Tapie, qui n'a pas mis un sou de sa poche, dispose de 1,6 milliard de francs, soit 361 millions d'euros, pour acheter Adidas. Décrire le château de cartes n'est pas facile, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ceci était bâti soit sur des affaires en très grande difficulté, soit sur des propos qui n'avaient pas de réalité économique, et surtout sur un passif considérable, puisque tous ceux qui voulaient être informés savaient parfaitement que Bernard Tapie n'avait jamais gagné un centime par son travail et qu'il bénéficiait du soutien inconditionnel d'un établissement bancaire qui était filiale d'une des grandes banques de la place. À l'époque, personne ne se doute que le groupe Bernard Tapie est déjà au bord de la faillite, comme le montre le rapport confidentiel de l'expert comptable Marcel Perronnet, écrit à la demande de la juge d'instruction Eva Joly qui enquêtait sur les évasions fiscales de Bernard Tapie. Exhumé quelques années plus tard, ce rapport décrit dans le détail la situation catastrophique de Bernard Tapie Finance. En fait, ce que révèle ce rapport, c'est que dès 89, donc quelques mois avant que Tapie ne rachète Adidas avec l'aide du Crédit Lyonnais, il était déjà presque en situation de liquidation virtuelle. Dès 1989, je vous rappelle, l'achat d'Adidas, c'est en 90. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Crédit Lyonnais va aider Bernard Tapie à acheter Adidas en 1990, alors que son groupe est proche de la liquidation. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ainsi fonctionne le capitalisme de connivence dans lequel les intérêts financiers et politiques se mêlent et s'entremêlent. Le Crédit Lyonnais a fait pour lui ce qu'aucune banque de la place n'aurait jamais fait. Et que peut-être certains pourraient même se poser la question, est-ce qu'il n'y a même pas eu soutien abusif?
Bernard Tapie joue de sa proximité avec le chef de l'État et obtient de la banque publique les soutiens financiers indispensables à l'achat d'Adidas. En retour, François Mitterrand joue de l'image de Bernard Tapie, dont il espère tirer un profit politique, et nomme l'homme d'affaires ministre de la Ville. À tort ou à raison, Mitterrand a pensé que c'était un élément de nature. Il y avait des gens très différents dans les gouvernements de Mitterrand, des gens aussi sérieux et que Tapie ne l'était pas. Il a senti qu'il y avait un côté populaire chez Tapie. Pas populiste, populaire. On sait que Mitterrand était fasciné par l'activisme de Bernard Tapie. Et donc, en le nommant au gouvernement en avril 92, il a voulu consacrer en quelque sorte ce type très particulier de dynamisme à la française. Bernard Tapie est à peine intégré au gouvernement que sur les bancs de l'Assemblée nationale, sa double casquette d'homme d'affaires et de ministre provoque la polémique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur Tapie, êtes-vous un ministre homme d'affaires ou un ministre gadget? À quoi servez-vous dans ce gouvernement? Un homme d'affaires, ministre. Et la morale. À partir du moment où cet homme d'affaires devient homme politique, s'enclenche toute une logique qui va amener en effet à cette fameuse affaire où on voit que le pouvoir politique va être en permanence entraîné par le scandale que va représenter progressivement l'affaire Tapie. Mis en cause dans une ancienne affaire, Bernard Tapie est forcé de démissionner. François Mitterrand comprend qu'il faut mettre un terme à ce mélange des genres, qui choque l'opinion et indigne l'opposition. Tapie doit choisir entre la politique et les affaires. Il décide de rester en politique et de revenir au gouvernement. Incapable de rembourser ses emprunts au Crédit Lyonnais, Tapie est dans l'obligation de vendre Adidas. Il fixe au Crédit Lyonnais un délai très court, 2 mois, pour vendre le groupe allemand. Après avoir financé à 100% l'achat d'Adidas par Bernard Tapie, la banque publique va une seconde fois aider l'ami du président. Donc vous êtes un banquier normal, qu'est-ce que vous faites? Vous exécutez et vous prenez votre gage. Et vous êtes propriétaire des actions d'Adidas, point. Et M. Tapie, en tant que Adidas, est en dépôt de bilan. Comme on ne voulait pas faire ça, comme on ne voulait pas être rigoureux, méchant avec M. Tapie, on a fait un habillage. Oui, c'est vrai qu'il y a un habillage. Mais l'habillage n'était pas fait pour le tromper. L'habillage était fait pour le sauver, pour lui sauver la face. Et un peu plus que la face, pour sauver ses intérêts matériels dans Adidas. La banque va aider l'ami du président de 2 façons. Premier coup de pouce. Quand Tapie s'avère incapable de rembourser son emprunt, pour le préserver, le Crédit Lyonnais ne fait pas jouer ses nantissements, c'est-à-dire que la banque publique ne prend pas directement le contrôle des titres d'Adidas, ce qu'elle était en droit de faire. Deuxième coup de pouce. La vente d'Adidas va se faire en un temps record. La SDBO, filiale du Crédit Lyonnais, va organiser le tour de table en y faisant entrer l'industriel Robert Louis Dreyfus, qui accepte de prendre 15% d'Adidas et détient une option lui permettant de prendre le contrôle du groupe dans l'année qui suit. En attendant, le Crédit Lyonnais trouve une solution, ou plutôt un habillage. D'abord, la banque invite autour de table 2 fonds offshore qui lui sont proches. Omega Venture, domicilié aux îles Caïmans, et Coatbridge Holding, domicilié aux îles Vierges britanniques, qui prennent 35% des actions. Elle trouve un autre acteur, les AGF, qui prennent 17%. Et le Crédit Lyonnais met aussi de l'argent sur la table pour être lui-même actionnaire d'Adidas à hauteur non plus de 10%, mais presque de 20% du capital. En clair, la banque publique est du côté du vendeur, mais aussi du côté des acquéreurs. Et la première question qui se pose, et qui est une question d'ordre juridique, c'est est-ce que le Crédit Lyonnais commet une faute en achetant, que ce soit avec ou sans l'accord de Bernard Tapie? Est-ce que le Crédit Lyonnais, à ce moment-là, commet une faute? Parce que normalement, quand vous avez le mandat de vendre une entreprise, vous n'êtes pas supposé acheter vous-même cette entreprise. C'est là qu'est le vrai point de départ. Le 12 février 1993,
Le Crédit Lyonnais revend donc Adidas pour 2 milliards de francs, soit 419 millions d'euros, au tour de table qu'il vient de constituer. Résultat de ces transactions financières, Bernard Tapie peut revenir au gouvernement avec une plus-value de 200 millions de francs, 42 millions d'euros en poche, grâce à une transaction dans laquelle il n'a jamais investi un sou. Quant au Crédit Lyonnais, qui a pris des risques financiers énormes pour son client, il va lui aussi avoir l'occasion de réaliser une belle opération, grâce au redressement d'Adidas par Robert Louis Dreyfus. Mais la banque publique a-t-elle manqué de loyauté envers son client, Bernard Tapie? S'il y a une plus-value, il faut que la plus-value revienne à M. Tapie, puisque, quels que soient les motifs pour lesquels le Crédit Lyonnais a acheté, même si c'était pour rendre service, en réalité, il ne pouvait pas le faire. Le Crédit Lyonnais ne se serait sans doute jamais lancé dans un montage aussi tordu sans le soutien du président de la République. Quelle que soit la nature du litige entre celui qui fut pendant un certain temps le propriétaire d'Adidas et ses banquiers ou ses prêteurs, dans quel pays sommes-nous pour que ce type de question, ce type de litige remonte jusqu'au président de la République? Dans cette affaire-là, il y a tous les vices et toutes les dérives de la Ve République. De la Ve République dévoyée, parce qu'on n'imagine pas que De Gaulle aurait fait ça. De la Ve République avec des responsables qui considèrent qu'ils ont tous les droits. Merci beaucoup. En 2011, il a envie de me parler. Et donc, commence à ce moment-là avec lui des choses assez étonnantes. Il m'envoie des SMS, je lui réponds. Moi, je reste dans mon registre professionnel. Les SMS, c'est pour parler du travail, pour l'interroger, pour lui dire, voilà, monsieur Tapie, je fais une enquête sur tel volet de l'affaire. Quelle est votre version? J'ai gardé de lui ces échanges SMS très, très nombreux. Voilà, mais il y a un aspect très versatile dans le personnage. C'est de temps en temps moqueur, de temps en temps agressif, de temps en temps très, très violent. Bernard Tapie fonctionne un peu comme un miroir. C'est comme une sorte de trait d'union entre les années sombres du mitterrandisme, le basculement du mitterrandisme dans l'affairisme. Et c'est grâce à cette fortune que lui apporte la Mitterrandie à la fin des années 80 et au début des années 90 qui pourra ensuite, ultérieurement, prolonger cette même fortune et l'arrondir grâce à Nicolas Sarkozy. Donc il a commencé à faire fortune sous Mitterrand, il a fini de faire fortune sous Nicolas Sarkozy. Il y a une extraordinaire continuité, des années 80 aux années 2000, voire 2010. Avoir un personnage de ce type qui est un aventurier des affaires, un peu comme l'était Alexandre Stavisky dans les années 30, et qui bénéficie quasiment en permanence, en tout cas avec des hauts et des bas, en étant capable de se retourner, de revenir dans le jeu politique, qui bénéficie de la protection, de la complicité, de la collusion des élites politiques. C'est tout à fait révélateur d'un système qui, au fond, traverse les alternances, mais qui ne change pas. Alexandre Stavisky, dit le beau Sacha, homme d'affaires, dandy, bon vivant. L'affaire Stavisky éclate fin 1933. Mais ce n'est qu'après son supposé suicide que la police découvrira l'ampleur de la fraude qu'il avait mise en place grâce à sa complicité avec le monde politique. Plus de 13 milliards d'euros de l'époque détournés avec l'aide du Crédit municipal de Bayonne
et des autorités politiques locales et nationales. De son vivant, Stavisky a été poursuivi pour fraude 19 fois et relaxé 19 fois. Cette récurrence de la complicité des élites politiques et du milieu financier. Ça, c'est quelque chose qu'on suit tout au long de l'histoire, d'ailleurs, contemporaine de la France depuis la Troisième République. Et je dirais même que c'était encore beaucoup plus fort dans les années 1880-1900. Mais ça n'a jamais cessé. Ça n'a jamais cessé en réalité. C'est donc bien la conception même de notre République et de notre démocratie, d'une certaine manière, qui est en cause. Il n'y a pas de cloison étanche. Et il n'y a pas de cloison étanche parce que, d'une certaine manière, l'économique, donc l'argent, sont une annexe du politique. Et donc toutes les puissances d'argent, une fois de plus, dans 99% des cas honnêtes, ont intérêt à développer un réseau de connexion avec le sommet de l'État. Et ça, en soi, c'est une anomalie. Ce qui était vrai sous François Mitterrand l'est toujours 20 ans plus tard. D'une époque à l'autre, les mêmes connivences, les mêmes accommodements avec les règles de l'état de droit perdurent. Comment la justice a-t-elle pu être contournée pendant près de 20 ans? Reprenons le fil de l'histoire. Début 1993. Grâce au Crédit Lyonnais, Bernard Tapie a pu vendre Adidas et peut se consacrer à ses activités de ministre de la Ville. Dans nos régions, un tribunal de commerce qui se saisit... Mais l'histoire s'accélère. En mars 1993, la gauche essuie une défaite cinglante aux législatives. François Mitterrand doit cohabiter avec un gouvernement de droite dirigé par Édouard Balladur. Et c'était mon premier conseil des ministres, effectivement. Le jeune Nicolas Sarkozy est nommé ministre du Budget. Pour Tapie, qui quitte son ministère, cette alternance politique pourrait être fatale, car le patron du Crédit Lyonnais est lui aussi remplacé par Jean Peyrelevade, dont le mandat est d'assainir les comptes de la banque publique, qui est au bord de la faillite. J'arrive au Lyonnais et je trouve au milieu de cet océan de désastres considérables le problème de M. Tapie. En 1993, juste après avoir revendu Adidas, Bernard Tapie est toujours au bord de la faillite. Il a un casse-tête à résoudre d'urgence. Insolvable, il doit absolument trouver un accord avec le Crédit Lyonnais, auquel il doit des fortunes. En dépit de la vente d'Adidas, M. Tapie, hors Adidas, ayant vendu Adidas, ayant remboursé les crédits Adidas, ayant fait une plus-value de, si je me souviens bien, 200 millions de francs sur Adidas, devait 1,5 milliard de francs sur ses autres affaires au Crédit Lyonnais, qu'il avait financé pendant des années, enfin la SDBO, qu'il avait financé à tour de bras pendant des années. Et en face de ces 1,5 milliard de francs de dette, il y avait des actifs qui étaient très sensiblement inférieurs. Le Crédit Lyonnais pourrait mettre Bernard Tapie en faillite et saisir ses biens. Mais Jean Peyrelevade cherche un compromis qui permettrait à l'homme d'affaires de rembourser sa dette de 1,5 milliard de francs, 315 millions d'euros. Après quelques mois de négociations, la banque et son client se mettent d'accord. Ce dernier s'engage à rembourser la banque en 2 ans, avec en garantie sa fortune personnelle, qu'il a évaluée à 500 millions de francs, 105 millions d'euros. Mais la banque réalise une contre-expertise et découvre que les biens de l'homme d'affaires ne valent que 50 millions de francs, 10 millions d'euros. J'ai eu mon évaluation qui montrait clairement qu'il avait essayé de nous rouler, donc pour parler de manière très, très simple. Donc à ce moment-là, j'ai demandé le remboursement immédiat de l'ensemble de ses dettes, ce que j'étais en droit de faire puisqu'il était en défaut.
vraiment un truc de fou, ça. Qui paye? Mais qui paye? Ils ont encaissé de l'argent qu'ils ne devaient pas encaisser. Le Crédit Lyonnais estime avoir été floué et contre-attaque. La banque demande une saisie conservatoire des biens de Bernard Tapie. Le 10 juillet 1994, les œuvres d'art et les meubles de son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères sont saisis. Mitterrand va à nouveau soutenir son ancien ministre. J'ai reçu des coups de téléphone, à la fois de la part de François Mitterrand, qui était président de la République. Ça, c'est Pierre Mauroy lui-même qui m'appelait. C'était assez drôle d'ailleurs. Pierre Mauroy m'appelait en me disant « Jean, le président m'a demandé de t'appeler au sujet de Bernard Tapie. Il s'étonne des problèmes que tu es en train de lui causer. Ça l'embête. Il trouve que tu es inutilement sévère avec ce pauvre homme. » Il me dit « Cela étant, je t'appelle parce qu'il m'a demandé de t'appeler. Tu fais ce que tu veux, bien entendu. » Et puis j'avais des coups de fil de curiosité, si je puis dire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous lui en voulez de la part de Matignon, c'est-à-dire du cabinet d'Édouard Balladur. La parole est à monsieur Bernard Tapie. Bernard Tapie est cerné par les scandales. Il perd son immunité parlementaire. Et les enquêtes reprennent leur cours. Il est 9h10, Bernard Tapie entame son marathon judiciaire au tribunal de commerce. Pas moins de 5 audiences lui sont consacrées aujourd'hui. Bernard Tapie est mis en cause pour le match truqué Olympique de Marseille contre Valenciennes. Il est entendu pour fraude fiscale autour de son yacht, le Fosséa, affaire instruite par la juge Eva Joly. Il garde pourtant le soutien indéfectible de François Mitterrand. J'ai dit que c'était un bon ministre. Et il me semble, parce que je ne suis pas très compétent, que c'était un bon patron de l'Olympique de Marseille. Ça vous paraît inexact? Non, ça me paraît exact. Alors j'ai dit la vérité. L'Olympique de Marseille est un grand club. Pour le reste des affaires judiciaires, je n'y connais rien. Bernard Tapie reste menacé de mise en liquidation. Alors pour éviter le pire, il va réussir l'une de ses pirouettes dont il a le secret. Grâce à de nouveaux appuis politiques, il va parvenir à empêcher sa mise en faillite par le tribunal de commerce. C'est un homme d'affaires qui essaie de se sauver par la politique de ses échecs dans les affaires, voyez, et qui est puissamment aidé par la gauche et le président de la République de l'époque, François Mitterrand, et qui après, quand il y a alternance politique, va à droite pour également essayer de défendre ses affaires. Tapie n'est ni de gauche ni de droite, c'est un affairiste. Après avoir joué le jeu de François Mitterrand, Bernard Tapie va cette fois se mettre au service d'Édouard Balladur, qui envisage de se présenter à l'élection présidentielle de 1995. Jacques Delors se dresse sur son chemin. Un pacte secret est alors passé entre Balladur et Tapie par l'entremise de son porte-parole Nicolas Sarkozy. Bernard Tapie se présentera en cas de candidature de Jacques Delors pour se rallier au second tour à Édouard Balladur. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre. Contre toute attente, Jacques Delors renonce. Le pacte secret Tapie-Sarkozy n'a plus de raison d'être, mais une relation durable va s'installer entre les deux hommes. Sorti une nouvelle fois du jeu politique, la descente aux enfers de l'homme d'affaires reprend. La mise en liquidation, longtemps différée, est aussitôt prononcée. Brouillé avec la gauche, abandonné par la droite, Bernard Tapie n'a plus qu'une idée fixe, engager une procédure judiciaire contre la banque qui l'a mise en faillite. Ça fait 2 ans qu'ils m'ont ruiné, humilié. Ils ont fait déménager ma maison avec des caméras de télévision dans la cour. Ils ont fait visiter ma maison par 2000 personnes qui étaient plus intéressées par le voyeurisme que par la maison elle-même. Et ils m'ont mis en liquidation des biens. Pendant ce temps-là, ils faisaient fortune sur mon dos. Pour démontrer qu'il a été floué, Bernard Tapie use de 2 arguments contre la banque qui a pourtant tout fait pour le protéger. Premier argument. Le Crédit Lyonnais n'avait pas le droit de se porter acquéreur lors de la cession d'Adidas. Car la banque a ainsi partiellement acheté ce qu'elle était chargée de vendre pour le compte de son client. Deuxième argument. La banque a manqué de loyauté.
Lorsque le Crédit Lyonnais a revendu Adidas à Robert Louis Dreyfus, il aurait caché les conditions précises de la transaction et les gains qu'elle en a tirés. Ces deux arguments seront en juillet 2008 au cœur de la sentence des arbitres allouant 405 millions d'euros à Bernard Tapie. La revendication de bénéficier d'une partie de la valeur future d'Adidas m'a toujours paru absurde. Mais je me souviens bien que Maître Lantourne venait me voir à peu près tous les 3 jours pour m'expliquer que je me trompais complètement et qu'il y avait là une énorme escroquerie et que Bernard Tapie devait pouvoir bénéficier de cette plus-value. Leur thèse, c'était que le Crédit Lyonnais avait caché le véritable acquéreur. Un document existe qui laisse penser que l'argument de manque de loyauté est sans doute infondé. C'est un document, celui-là, qui n'est pas censé exister, qui est censé avoir été détruit, qui est censé avoir été passé à la broyeuse. C'est une lettre de Robert Louis Dreyfus, qui sera donc l'acquéreur en 1994 d'Adidas. Cette lettre est très importante parce que Tapie a toujours dit « mais j'ai été floué ». J'ignorais les modalités de cession convenues entre le Crédit Lyonnais et Robert Louis Dreyfus et ses associés. J'avais donné un mandat de vente, c'est eux qui ont négocié, et ils m'ont truandé, ils m'ont filouté avec une... Mais non. La société Vendresse était représentée par son président, M. Fellous, et assistée de son cabinet d'avocats. En clair, Élie Fellous, le bras droit de Bernard Tapie, flanqué de ses avocats, a assisté à toute la négociation. Comment Tapie peut-il dire qu'il a été floué par le Crédit Lyonnais, alors qu'il était lui-même représenté au cœur même des négociations pour la vente d'Adidas? Le mec qui disait que tu pourrais faire un papier en disant la liste des courageux, la liste des opportunistes, la liste des... pourquoi pas dans le contexte de 5e République, ne pas jouer la discipline majoritaire, c'est du courage. Voilà, Bernard Tapie, 54 ans, l'ancien PDG de l'OM, homme d'affaires et acteur de cinéma, est un détenu comme les autres. Bernard Tapie est incarcéré à la prison de la Santé le 3 février 1997, suite à sa condamnation à 2 ans de prison, dont 8 mois fermes, dans l'affaire du match truqué OM Valenciennes. Bernard Tapie est déjà seul dans Il y rencontre André Guelfi, alias Dédé la Sardine, figure d'un autre grand scandale, celui de la compagnie Elf. À sa sortie de prison, Tapie se lance dans la chanson. Dis Bruno, qu'est-ce qu'on peut foutre ici? Fait du théâtre, de la télévision, de la publicité. Il est, dans les sondages, une des 5 personnalités préférées des Français. Alors qu'il retrouve sa popularité, en coulisses, Bernard Tapie n'a qu'une obsession. Remporter le bras de fer judiciaire qu'il a engagé contre le Crédit Lyonnais. Il sait pertinemment que la justice pourrait ne pas lui donner raison. De 1995 au début des années 2000, il se fait lobbyiste pour son propre compte. Il fait le siège des ministères et du Parlement pour obtenir une décision politique qui l'avantage. Cette décision politique, Bernard Tapie essaie de l'avoir sous le gouvernement de gauche, qui avait accepté dans un premier temps d'avoir recours, non pas à un arbitrage, mais à une médiation. Bernard Tapie obtient un gain de cause en 2004 grâce au ministre des Finances de l'époque. Nicolas Sarkozy donne des instructions pour l'organisation de cette médiation si ardemment désirée par son ami. Mais la médiation échoue. Bernard Tapie est trop gourmand. La solution qui visait à mettre les compteurs à zéro sans lui verser un centime, ni failli ni enrichi, est rejetée par Bernard Tapie. Cette médiation échouée, je me suis dit, bon, très bien, la justice va reprendre son cours et puis elle finira par dire ce qui est. Contournée une première fois avec l'aide de Nicolas Sarkozy, la justice reprend son cours.
L'affaire arrive d'abord devant la Cour d'appel en septembre 2005, qui rend un arrêt plutôt favorable à Bernard Tapie. Mais en octobre 2006, la Cour de cassation infirme partiellement l'arrêt précédent. L'État est en train de gagner contre Bernard Tapie et c'est alors que la justice de la République va être dessaisie du dossier. L'affaire va être confiée à une justice privée, celle des arbitres. C'est la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire de l'arbitrage, qu'une procédure va être constituée alors même que la Cour de cassation vient de se prononcer et qu'on est dans un circuit judiciaire. Donc ici, c'est le cas de le dire, il va y avoir un court-circuit à l'égard de la procédure judiciaire pour choisir une autre procédure. Pourquoi le recours à l'arbitrage fait-il polémique? Pour le comprendre, remontons en 1995. Le Crédit Lyonnais est en faillite avec plus de 20 milliards de francs de dette, 4 milliards d'euros. L'État accepte de combler le déficit avec l'argent public et met en place le CDR, le consortium de réalisation, une structure qui hérite des actifs douteux de la banque. Le CDR est contrôlé par l'EPFR, un organisme d'État. Alors que l'État est en train de gagner en 2006, la justice est dessaisie et l'affaire est confiée à des arbitres. Une justice privée, utilisée pour des affaires concernant des entreprises privées, qui règle les litiges sans passer par les tribunaux. Mais comment un arbitrage a-t-il pu être décidé dans le cadre d'une affaire concernant l'État, et de surcroît, alors que ce dernier était en train de gagner? Le début de la campagne du candidat Nicolas Sarkozy aux élections présidentielles de 2007 fournit les premiers éléments de réponse. À noter également aujourd'hui un nouveau soutien pour Nicolas Sarkozy, celui de Bernard Tapie. C'est le partenariat avec Jean-Louis Borloo qui l'a décidé. En échange de quoi, Bernard Tapie apporte-t-il son soutien au candidat Nicolas Sarkozy? Une enquête menée par le Canard enchaîné puis par Laurent Mauduit montre que des décisions auraient été prises, notamment lors d'une rencontre secrète à Agadir, au Maroc, avant même que la campagne présidentielle ne commence. J'ai trouvé un témoin, une personne qui était à Agadir. Et en fait, l'histoire... D'abord, j'ai raconté l'histoire, et puis j'ai mis du temps à comprendre l'importance de l'histoire. L'histoire est assez simple. Hein, il y a une bande d'amis qui s'installe pendant plusieurs jours à Noël 2006, à l'hôtel Miramar à Agadir. Il y a là Bernard Tapie, son avocat, Maître Maurice Lantourne. Il y a une personne très connue dans le cadre du procès Elf, André Guelfi, connu sous le petit nom de Dédé la Sardine, hein, qui a été l'un des condamnés vedettes du scandale Elf. Et puis, il y a aussi Brice Hortefeux qui est là, et Jean-François Copé. Alors, Brice Hortefeux et Bernard Tapie sont amis, ça n'a rien de surprenant. Jean-François Copé me dira ultérieurement, quand je lui apprendrai que j'ai connaissance de ces rencontres, que lui était là de manière fortuite. Voilà. Bon, toujours est-il, le témoin d'Agadir raconte qu'en décembre 2006, ces gens-là, qui étaient à la table voisine de la sienne, festoyaient tous les soirs et ne parlaient que d'une chose. Ah, Nicolas Sarkozy va gagner dans quelques mois l'élection présidentielle. Il y aura enfin un arbitrage favorable à Tapie. Sitôt le scrutin passé, tout s'accélère. Lorsque Sarkozy devient président, Jean-Louis Borloo est nommé ministre des Finances. Son ami et ancien associé Bernard Tapie est son premier invité à Bercy. Tout ça rejoint la connivence ou les relations incestueuses. Le premier jour de sa prise de fonction, le 23 mai 2007, le premier dossier qu'il traite, c'est l'arbitrage Tapie, qui, oui, a été conçu, toute la procédure a été conçue en amont. Entrez, roulez. Moins d'un mois plus tard, Christine Lagarde succède à Jean-Louis Borloo au ministère des Finances. Les préparatifs de l'arbitrage s'accélèrent. Après plusieurs réunions, dont certaines à l'Élysée, son directeur de cabinet, Stéphane Richard, annonce officiellement la mise en place de l'arbitrage. 15 ans de feuilleton, des décisions contradictoires. Notre responsabilité en tant que aussi gérant les deniers de l'État, c'est d'essayer de prendre des décisions qui protègent les deniers de l'État en toute sécurité et en toute transparence. Et nous avons estimé, c'est notre responsabilité, que le recours à l'arbitrage en faisait partie. Le tour est joué. Bernard Tapie a obtenu gain de cause.
Le 16 novembre 2007, le compromis d'arbitrage est signé. L'affaire est retirée des mains de la justice sous la pression politique des plus hautes sphères de l'État. Nous avons toujours une organisation monarchique de l'État. On se moque des États-Unis, on se moque du système présidentiel américain, on se moque des campagnes électorales, on se moque de ceci, on se moque de cela. Vous imaginez le président des États-Unis intervenir dans un conflit du type Adidas-Tapie? Il saute s'il fait ça. À partir de maintenant, le litige commercial opposant Bernard Tapie au CDR va être tranché non plus par des juges, mais par 3 arbitres. L'académicien Jean-Denis Bredin, l'ancien président du Conseil constitutionnel Pierre Mazeaud et l'ancien magistrat Pierre Estoupe. 3 personnalités connues, ne travaillant pas pour la justice de la République, mais pour une justice privée. S'adresser à des anciens fonctionnaires, puisqu'il s'est agi sous la présidence de Mazeaud, ancien juge, ancien président de la commission des lois, ancien président du Conseil constitutionnel, de présider un tribunal arbitral, et un ancien président de cour d'appel, M. Estoupe. C'est incroyable. Et enfin, quand on sait que il y a un 3e personnage dont je ne parlerai pas, parce qu'il n'était pas un personnage public, c'était pas un agent public, c'était un avocat, qu'ils ont reçu 330 000 €, puisqu'ils sont partagés 1 million d'honoraires pour prendre une décision aussi grave, aussi incompréhensible. C'était plus que choquant, c'est absolument horrible. Ce qui est fou, c'est que ces 3 arbitres considèrent qu'ils peuvent rendre un arbitrage sans être assistés d'un expert comptable. C'est comme si vous décidez de faire un jugement sans juge, quoi. Vous êtes sur des mécanismes extrêmement compliqués, sur des calculs extrêmement compliqués. Vous ne pouvez pas faire ça autour de table comme ça. À tout à l'heure. Bonnes vacances à vous. Voilà. Après 6 mois de travail mené dans le plus grand secret, les arbitres rendent leur sentence. Elle est rendue publique 4 jours plus tard, le 11 juillet, dans un simple communiqué relayé par l'AFP. Il y a 2 choses qui, pour moi, sont dans la dépêche absolument révélatrices. La première, c'est la date. On est le week-end du 14 juillet, commence le week-end, le viaduc du 14 juillet, le pont viaduc du 14 juillet. Et donc, c'est évidemment pour moi un indice de dissimulation absolue. De ce point de vue-là, je sais qu'il se passe quelque chose. Et quand je lis la dépêche et que je vois le chiffre, alors c'est un scandale pour moi énorme. Il y a des gens qui ont dû être choqués par ce qui se passait, parce qu'on a retrouvé la sentence arbitrale le lendemain sur Internet. Donc je suis allé la lire. Et à la lecture, il était clair, mais absolument clair à mes yeux, évident que l'arbitrage était totalement bidouillé. À sa lecture, on comprend pourquoi ce document de 90 pages devait rester confidentiel. Page 84. On y lit que le tribunal arbitral a décidé d'allouer au couple Tapie une indemnité de 45 millions d'euros en réparation d'un préjudice moral d'une très lourde gravité. À ce jour, la plus grande indemnité au titre de préjudice moral s'élevait à 1 million d'euros. Un préjudice moral de 45 millions pour monsieur et madame Tapie. Des fraudeurs fiscaux, des délinquants, lui en tout cas, délinquants condamnés. C'est délirant. C'est délirant. Quand on condamne à des montants aussi extraordinaires, faramineux, inédits, on essaye de motiver substantiellement de manière à ce qu'il n'y ait pas de doute sur la pertinence de cette condamnation. Là, ce n'est pas le cas. La motivation est exclusivement centrée sur une publicité, un dessin dans une publicité du Crédit Lyonnais. Enfin, c'est sans commune mesure avec le montant.
Cette publicité, parue dans le Figaro en 1994, était destinée à montrer que la banque faisait le ménage et changeait son image. À l'époque, Bernard Tapie porte plainte pour cette caricature qui inscrit le nom Tapie sur une poubelle. Il avait été convenu que l'arbitrage se ferait dans le respect de l'autorité de la chose jugée. En clair, les arbitres devaient respecter les décisions de justice antérieures. Et donc, là, les arbitres violent une décision de justice, celle du 21 décembre 1994, qui considère que l'affaire n'était pas diffamatoire. Eux considèrent à l'inverse que ça l'est et que ça justifie une indemnité au titre du préjudice moral de 45 millions d'euros. Ça montre sans doute l'une des fraudes présumées, c'est là-dessus que la justice enquête, de cet arbitrage. En septembre 2008, comme nous le verrons, Bernard Tapie sera entendu par une mission d'information parlementaire et tentera de justifier les 45 millions d'euros perçus à titre de préjudice moral. Moi, j'aurais voulu qu'un seul de mes contestataires vive, voyez pas longtemps, 1 mois seulement. 1 mois l'enfer que j'ai vécu. 1 mois l'enfer pendant lequel je suis obligé de changer le nom de mes enfants pour les emmener à l'école. Car ils ne peuvent plus aller à l'école sous le nom de Tapie. Avec le dessin qu'il a jeté ce matin, leur dire c'est de l'humour. C'est de l'humour quand vous avez votre nom sur une poubelle. Peut-être quand c'est un nom qui n'est pas le vôtre. Mais quand c'est le vôtre, il est porté par vos gosses, il est porté par votre femme, il est porté par votre famille. Et ça fait mal d'avoir son nom sur une poubelle. Alors donc, pour en finir et pour en conclure sur ce sujet précis, les arbitres, ils ont donné ce qu'ils ont voulu donner. Ils l'ont estimé à ce prix-là. Ce qui comptera, c'est ce que j'en ferai. Ce qui comptera, c'est ce que j'en ferai. En tout cas, je peux vous dire aujourd'hui, rappelez-vous de ce que je vous dis, ça ne sera pas pour acheter le Phocéa ni pour acheter l'Olympique de Marseille. Et je ferai ce que je pense que ma conscience m'ordonnera de faire. Voilà. En dépit de ses déclarations, sitôt son pactole touché, Bernard Tapie s'achète pour 40 millions l'un des plus luxueux yachts du monde. Il le baptise Reborn, Renaissance. De retour aux affaires, il dépense sans compter. Un jour, c'est le quotidien La Provence qu'il achète pour 25 millions d'euros. Le lendemain, une villa exceptionnelle à Saint-Tropez pour 47 millions d'euros. Et c'est vers des places financières très accommodantes qu'une bonne partie de sa fortune trouve refuge. Grâce à ses appuis politiques et à une justice contournée, Bernard Tapie a donc pu gagner beaucoup d'argent. Mais comment nos institutions, l'Assemblée nationale, la Cour des comptes, le Conseil d'État, ont-elles réagi face aux soupçons de détournement de fonds publics? Auraient-elles fermé les yeux sur des dysfonctionnements qui portent préjudice à nos principes démocratiques? Commençons par le Conseil d'État. Fin février 2011, 2 contribuables engagent devant l'échelon suprême de la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir visant Christine Lagarde en se prévalant de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Tous les citoyens, est-il clairement précisé? Mais leur recours est rejeté. Le Conseil constitutionnel, qui est quand même l'interprète authentique de la Constitution, à plusieurs reprises jugé que cette disposition de notre déclaration de 1789 n'ouvrait pas un droit d'agir directement dans le chef de tout citoyen, qui ne pouvait le faire que par l'intermédiaire de leurs représentants, c'est-à-dire par l'intermédiaire du Parlement. En clair, pour le Conseil d'État, seul un représentant des citoyens peut déposer un recours.
Pourtant, le député centriste Charles de Courson, qui s'était joint à la procédure, voit également son recours rejeté, au motif qu'il était hors délai. J'ai été déclaré irrecevable en application d'une vieille jurisprudence dont nous espérions que le Conseil d'État la renverserait à l'occasion de cette affaire tellement elle était scandaleuse. Hélas, le Conseil d'État n'a pas osé. Exit le Conseil d'État. Tournons-nous maintenant vers le Parlement. En septembre 2008, 2 mois après que les arbitres eurent rendu la sentence, 6 députés, dont Charles de Courson, François Bayrou et François Hollande, demandent à l'Assemblée de constituer une commission d'enquête sur la légalité de l'arbitrage qui donnerait aux députés de considérables pouvoirs d'investigation. En septembre 2008, on est sous la législature Sarkozy. La commission d'enquête parlementaire doit être approuvée à la majorité. Cette majorité-là ne voulait pas enquêter sur cette affaire, c'est certain. La commission d'enquête est refusée. Elle sera remplacée par une mission d'information, dont les prérogatives limitées ne permettent pas de conduire de véritables investigations. Le groupe Bernard Tapie n'a plus désormais les moyens d'assurer normalement le paiement des agios. Les auditions commencent le 10 septembre 2008. Les principaux experts et protagonistes de l'affaire sont entendus. Bernard Tapie, qui vient expliquer le bien fondé des sommes astronomiques qui lui ont été allouées par les arbitres. En considération par rapport à l'actualisation, parce que là, il est donné... Mais aussi Jean Peyrelevade, l'ancien PDG du Crédit Lyonnais. Alors la campagne de pub, vous la voulez? Vous la voulez? Secret. Vous la voulez? La voilà. Le grand spécialiste de l'arbitrage, Thomas Clé. D'abord, il faut que la décision soit devenue définitive. Et la ministre des Finances, Christine Lagarde. Madame Christine Lagarde. À la question que je lui pose, combien reste-t-il à M. Tapie une fois qu'il aura remboursé ses dettes et payé, enfin ses dettes fiscales, sociales, etc. Il lui restera combien? Comme ordre d'idée générale, mes services m'ont indiqué que ce serait une somme de l'ordre de 30 millions d'euros qui, net d'impôts et après paiement des différentes sommes dues au titre de l'IR et des créances détenues par l'État, seraient réglées, enfin seraient au bénéfice des époux Tapie, si j'ose dire. Est-ce que vous pourriez fournir à notre commission votre estimation actuelle avec toutes les réserves? Car je ne vois pas comment vous pouvez arriver à une trentaine de millions d'euros. Je vais me rapprocher des services d'Éric Woerth pour leur demander précisément le calcul et je serai... Oui, et le détail, bien sûr. Je l'attends toujours. Ouais. Donc, on a menti. Mais toute cette affaire, si vous voulez, c'est incroyable le degré de mensonge qui a régné dans cette affaire. On veut faire croire que Tapie a été victime et que donc il faut l'indemniser. On veut faire croire qu'en fait il lui restera pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que 30 millions d'euros, hein, mon pauvre monsieur? En fait, il lui reste plus de 200 millions. Enfin, tout est comme ça. Sans réel pouvoir, la mission d'information ne peut donner suite. Après le Conseil d'État, exit donc l'Assemblée nationale. Reste la Cour des comptes. Cette juridiction chargée de contrôler la régularité des comptes publics a, semble-t-il, fait son travail. Ces magistrats financiers ont réalisé un rapport sur la gestion du CDR en 2007-2008. Terminé en décembre 2010, celui-ci pointe les nombreuses irrégularités survenues lors de l'arbitrage. La Cour des comptes a contribué fortement à faire que cette affaire ne s'enlise pas. Mais la Cour des comptes ne rend pas toujours publiques les investigations qu'elle conduit. Adressé à Matignon et à quelques responsables du Parlement, ce rapport explosif va rester confidentiel. Je me disais, un rapport aussi important, puisqu'il en va de 400 millions d'euros d'argent public, devrait être public. Non. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes et ancien président socialiste de la Commission des finances, dit non. Il n'est pas public, il n'est pas accessible. Je vais à la Commission des finances de l'Assemblée. À l'époque, le président de la Commission des finances, c'est un certain Jérôme Cahuzac. Je fais son siège. Je lui dis, mais vous avez le rapport? Il me dit, oui, je l'ai. Est-ce que je peux le lire? Hors de question. Ça m'a pris jusqu'au mois d'avril 2011, presque 6 mois. J'ai eu le concours d'un citoyen qui a eu accès aux documents et qui me l'a transmis. Mais d'une façon assez compliquée, et pour ne pas le mettre en danger, du coup, à Mediapart, on a décidé de le ressaisir, c'est-à-dire de tout retaper à la machine pour qu'on ne puisse pas identifier la source. Page après page, c'est une cascade d'irrégularités.
commises par différents acteurs de l'affaire, dont beaucoup maintenant sont devant la justice dans les différentes procédures qui existent. Première révélation explosive de ce document. On y apprend que maître Maurice Lantourne, l'avocat de Bernard Tapie, a dans le passé entretenu des liens professionnels avec Pierre Estoup, un des 3 arbitres. L'indépendance des arbitres, principe fondamental de l'arbitrage, est remis en cause. Je m'empresse de dire que ce lien-là n'est que le tout début de ce qu'on va découvrir par la suite, et l'abondance et les connexions multiformes entre l'arbitre, l'avocat et Bernard Tapie lui-même, entre Pierre Estoup, Maurice Lantourne et Bernard Tapie lui-même. Et là, on va s'apercevoir qu'en réalité, c'est multiples liens, que Pierre Estoup a déjà travaillé sur le dossier, qu'il a déjà donné son avis, qu'ils ont essayé également d'impliquer Jean-Denis Bredin, etc., etc. Et c'est là qu'on comprend, enfin on comprendra beaucoup plus tard, grâce à l'instruction pénale, ou plus exactement grâce à ce qui en ressort dans la presse, que les liens sont solides, anciens, et donc il y a un pacte frauduleux qui probablement a été constitué. Deuxième révélation, la curieuse gestion du dossier par Christine Lagarde. De très longue date, il était clair pour tout le monde que l'arbitrage n'était pas possible pour les questions touchant aux finances publiques. Et donc la Cour des comptes lui en fait aussi le reproche assez vigoureux en disant qu'il y avait des incertitudes juridiques et compte tenu de ces incertitudes, il était nécessaire de s'assurer par toutes les voies appropriées, y compris la consultation du Conseil d'État. En clair, il fallait que la ministre s'adresse au Conseil d'État. Pensez-vous que le recours à l'arbitrage est légal? Et fort de cette réponse, elle aurait su le chemin qu'elle devait prendre. Or, elle n'a même pas jugé utile d'avoir cet avis juridique du Conseil d'État qui est fait pour ça. Le rapport secret de la Cour des comptes donne une première évaluation des indemnités allouées au couple Tapie. Mais rien n'est dit sur le montant que Bernard Tapie va garder en net dans sa poche une fois ses impôts payés. S'agit-il de 30 millions d'euros, comme continue à l'affirmer Christine Lagarde? Et l'invité de ce journal, c'est Christine Lagarde, la ministre de l'économie et des finances. Il dit qu'il va lui rester 20-25 millions. C'est Moi, à peu près cet ordre-là ? ce que je sais, c'est 2 choses. 1, l'essentiel et une grande partie va revenir dans les caisses de l'État. Et 2, en ce qui concerne le traitement fiscal de ces sommes, qui doit encore être en débat, je demanderai au service de l'État, et Éric Woerth est parfaitement d'accord avec moi sur cette approche, le traitement le plus rigoureux et le plus protecteur des deniers de l'État pour qu'il n'y ait pas du tout de traitement de faveur. Ça fait 333. Sur ces 333, il y a 163 créances. En gros, Un enregistrement sonore, remis anonymement à Laurent Mauduit, va permettre de découvrir la stupéfiante négociation qui s'est déroulée, malgré les affirmations de la ministre, entre Bernard Tapie, l'administration des impôts et l'Élysée. je crois que c'est entre 60 et 70. Écoutez, s'ils n'ont pas les couilles de faire un tiers, qu'ils laissent tomber. Donc là, s'ils n'ont pas les couilles de faire un tiers, à qui Bernard Tapie parle-t-il? Je fais juste des hypothèses, je n'ai pas la preuve. C'est soit un conseil fiscal, soit un avocat, soit peut-être quelqu'un à un cabinet au ministère des Finances, au ministère du Budget, avec qui il discute. Quelqu'un à l'Élysée, je ne sais pas. Mais voilà, il parle à quelqu'un qui est au courant de la négociation. Et s'ils n'ont pas les couilles de faire un tiers, ils parlent sans doute du ministère du Budget. Ils sont dans les tractations fiscales pour savoir ce que Tapie va garder en net dans sa poche. On écoute la suite. Qu'ils laissent tomber. C'est pas la peine de se faire chier, on va pas faire des calculs à la con, simplement parce que moi je considère que tous les experts me disent, tous sans exception, qu'ils ont tort, que juridiquement ils ont tort. Donc on va y aller comme ça, nous on va faire notre déclaration à la scène. Et puis ce qui est hallucinant, c'est qu'hier il a menti Woerth, parce qu'il a dit à tout. Vous avez entendu? Donc là, il parle du montage, il est en tractation avec le ministère du Budget, et d'un seul coup, il dit Woerth a menti. Woerth, c'est le ministre du Budget de l'époque. Woerth a menti. Donc on comprend à travers la conversation qu'il a eu un premier interlocuteur. Ça n'a pas été le responsable du centre des impôts dont il dépend. Il a été en contact avec Woerth lui-même. Je ne sais pas quel contribuable négocie ses impôts en direct avec le ministre du Budget. Il faut avouer que ce n'est pas fréquent. Mais attendez, la pratique n'est pas seulement le lien direct entre le contribuable concerné, Tapie, et le ministre du Budget, ou son directeur de cabinet. Et vous verrez, il s'appelle Jean-Luc Tavernier. Mais voilà, il a d'autres contacts aussi. Ce qui est hallucinant, c'est qu'hier, il a menti Woerth, parce qu'il a dit à Claude Guéant, et qui j'étais il n'y a pas dit, oui, de toute façon,
je vais donner l'accord sur la proposition de Tavernier. Or, Tavernier m'a dit, je sais vendredi, il m'a appelé lui, pour me dire, moi je vais faire la proposition, on refuse la deuxième partie, et on accepte que la première. Donc il n'y avait pas de débat là. Donc c'est un peu n'importe quoi. Non, je crois qu'il a les chauffeurs qui ne veulent rien faire, qui ne fassent rien, vous savez. Je vais vous dire, un grand dangereux, il a peur qu'une chose, c'est des dangers plus grands. Donc de qui parle-t-il? Est-ce qu'il parle de Jean-Luc Tavernier, qui est le directeur de cabinet d'Éric Woerth? Maintenant, c'est l'actuel patron de l'INSEE. Ou est-ce qu'il parle de Woerth lui-même? Je pense que c'est plutôt Tavernier. Il dit il a les chocottes. Et c'est un grand dangereux, il faut lui faire peur encore plus. Voilà. Donc vous comprenez l'importance de la bande. C'est que, on voit cette très grande proximité entre Bernard Tapie et Éric Woerth. Mais surtout, Claude Guéant s'est immiscé dans la négociation fiscale. En octobre 2009, 6 mois après cette conversation, l'État passera l'éponge sur près de 15 millions d'euros d'arriérés d'impôts sur le revenu que Tapie devait depuis 1993. Invité à une émission de France 2, Laurent Mauduit demande directement des explications sur ce régime de faveur à Henri Guénaud, alors conseiller spécial du président Sarkozy. Si Claude Guéant a effacé les impôts de Bernard Tapie, ce n'est pas conforme à ma conception de l'égalité des citoyens devant l'impôt. Pourquoi est-ce que vous avez ce jugement partisan? On mélange tout. Laissons les impôts de non, bah non, s'il a pesé sur les impôts de Tapie, c'est tout à fait irrégulier. Pardon, toutes les fortunes de France négocient leurs impôts. Vous le savez parfaitement. Mais bien sûr. Chaque fois qu'il y a une perte, bien sûr. C'est une information importante pour les contribuables. Mais c'est pour ça qu'on n'est pas dans un état de droit. Est-ce qu'il appartenait à l'exécutif, sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse des ministres, ou qu'il s'agisse des conseillers de l'Élysée, ou qu'il s'agisse du président de la République, d'intervenir directement ou de s'intéresser directement. Qu'amicalement il le fasse, je veux dire qu'amicalement il l'écoute, ça ne me dérange pas. À partir du moment où véritablement ça entraîne des interventions au niveau politique, ça n'est pas conforme à la Constitution. Et que ce problème-là n'avait pas à être traité à ce stade-là de nos institutions. Début 2012, l'affaire est juridiquement enterrée. Le 6 mai, François Hollande est élu président de la République. Même si le nouveau ministre des Finances, Pierre Moscovici, tarde à engager le recours en révision contre l'arbitrage, l'alternance va tout changer. À un moment, on était quand même dans le désert. En dépit du rapport de la Cour des comptes, du rapport de la Commission des finances, en dépit de tout ce qui ressortait, il ne se serait rien passé sans une instruction indépendante. Et cette instruction indépendante, elle n'a été ouverte qu'après l'alternance politique. Alors ça ne veut pas dire que la justice est aux ordres. Je ne pense absolument pas ça. Et je crois au contraire que ces juges sont complètement indépendants. Mais ça veut dire qu'avant, ils étaient entravés. Et ça change tout. Il faudra attendre encore 2 ans pour que ce scandale d'État approche de son dénouement. Le 25 novembre 2014, sur demande du CDR, donc de l'État, la Cour d'appel de Paris examine enfin le recours en révision qui pourrait annuler l'arbitrage dont a profité Bernard Tapie et le contraindre à rendre son pactole. J'ai eu droit à 2 SMS de Bernard Tapie. Je pense qu'il doit fulminer. Mon cher Laurent Mauduit, vous n'êtes pas seulement malhonnête, vous êtes d'une nullité inouïe. Et puis ensuite, continuez votre délire, Tapie va rendre son magot. Voilà, votre connerie n'a d'égal que votre haine à mon égard et qui vous aveugle. Une bonne psychothérapie et 2 ou 3 Valium par jour devrait vous soulager. Pour la première fois, au bout de 20 ans d'histoire, l'étau judiciaire, de tous les côtés, se retourne contre lui. L'histoire tourne plutôt à l'avantage de l'État. Allez-y, vous éteignez votre téléphone? Oui. S'il vous plaît. Oui, c'est bon. Téléphone éteint? Téléphone éteint. Hein.
niveau pénal, la situation se débloque également. Septembre 2012, une information judiciaire est ouverte. Des perquisitions sont conduites, des confrontations menées. À partir de juin 2013, Bernard Tapie, Maître Maurice Lantourne, son avocat, Pierre Estoupe, l'ex-président de la Cour d'appel de Versailles, Jean-François Rocky, l'ancien président du CDR, Bernard Chemama, l'ancien président de l'EPFR, et Stéphane Richard, l'ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde, sont mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Les 22 et 23 mai 2013, l'ex-ministre des Finances Christine Lagarde est à son tour entendue, non par la justice ordinaire, mais par une juridiction d'exception réservée aux ministres, la Cour de justice de la République, que le candidat François Hollande avait pourtant promis de supprimer. Cette juridiction lui ménage un sort judiciaire beaucoup plus clément que celui de son bras droit de l'époque, Stéphane Richard. Il est poursuivi pour escroquerie en bande organisée et il est mis en examen après 96 heures de garde à vue. Et pour les mêmes faits, Madame Lagarde est mise en examen pour négligence. Alors, le directeur de cabinet, il exécute ce que lui dit le ministre. Donc, cet éclatement est non démocratique, adémocratique, il est anormal. En 20 ans, l'affaire de l'arbitrage Crédit Lyonnais Adidas est devenue un des plus grands scandales d'État de la Ve République. Bernard Tapie a-t-il été floué? Ou à l'inverse, comme le soupçonne la justice, a-t-il participé à une escroquerie en bande organisée avec peut-être la complicité même de l'État? En France, il y a cet atavisme d'ancien régime qui fait qu'au fond, on considère qu'il est normal que les puissants s'exonèrent des règles du commun. Il faut renforcer les droits du Parlement, absolument, notamment son pouvoir de contrôle. Il faut mettre fin à toutes les juridictions d'exception, c'est-à-dire le statut pénal du chef de l'État, la Cour de justice de la République. Il faut revoir l'indépendance de la justice. Il faut aussi que nous sortons de cette idée que nous voulons un homme fort ou une femme forte pour sauver le pays. Cela n'existe pas.